Bonjour à tous, aujourd'hui quatrième séance de cette UEO politique éducative et territoire. Quatrième et avant-dernière séance. La dernière était prévue pour être en distanciel, en fait elles sont toutes en distanciel, donc je la mettrai assez rapidement en ligne dans les heures ou les jours qui viennent, donc la cinquième et dernière séance. Alors avant de commencer aujourd'hui, juste un point d'actualité. Nous sommes aujourd'hui le 9 décembre 2020. Et hier, dans la presse, le 8 décembre, est parue une étude faite par l'OCDE, l'étude de TIMS. Alors TIMS, je ne sais plus exactement ce que veut dire l'acronyme, T-I-M, M2MS, je crois. Enfin, voilà, bref, c'est une étude périodique qui est refaite de temps en temps. Périodiquement, et qui porte sur les compétences en mathématiques des élèves de CM1 et de 4e, enfin d'âge de CM1 et d'âge de 4e. Cette étude est faite dans tous les pays de l'OCDE, et ce qu'a révélé l'étude qui est parue hier, c'est que la France est avant-dernière, juste avant le Chili, et dans l'OCDE. Bon, ces questions de palmarès internationaux sont assez peu intéressants. Or, c'est toujours là-dessus que la presse insiste. Ce qui est plus intéressant, c'est de comparer dans le temps, parce que cette étude a été faite en 1995, donc il y a 25 ans, et on remarque qu'en 25 ans, le niveau des élèves en mathématiques a clairement baissé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le niveau des élèves de 4e est à peu près l'équivalent de ce qu'était le niveau des élèves de 5e en 1995. Donc on a perdu une année. Alors, la déploration de la baisse du niveau, c'est pas nouveau, c'est même une tradition dans l'école française. Donc c'est pas ça qui est intéressant en soi. Ce qui est intéressant, c'est que on a des données concrètes et on voit aussi des pays qui réussissent. Alors les pays qui sont en tête, ce sont les pays asiatiques. Japon, Singapour, Corée du Sud, Taïwan aussi, qui fonctionnent très bien. Et en Europe, c'est toujours la Finlande qui tient les places de tête. Alors, qu'est-ce qui fait la force du système d'enseignement de ces pays? Il y aurait plusieurs interprétations possibles. Alors, quand on regarde les pays asiatiques, on se dit, voilà, des pays fondés sur l'entraînement intensif et sur la répétition systématique. Alors je vous conseille là-dessus, il y a quelques reportages qu'on trouve facilement sur YouTube sur le quotidien des jeunes japonais ou des jeunes coréens. La Corée du Sud, ça plaît pas mal aussi. À Singapour, on parle beaucoup de Singapour aussi. Et on se rend compte que le quotidien des jeunes collégiens ou des jeunes lycéens, et même aussi des jeunes écoliers sud-coréens, n'est pas du tout enviable, puisque après les cours, ils vont tous 2 heures, voire 4 heures, voire 5 heures tous les soirs, en cours du soir, et qu'ensuite ils font leurs devoirs une fois rentrés chez eux, et leurs devoirs, ils en ont au moins pour 1 heure, si ce n'est pas pour 2 heures tous les soirs, et ils dorment très peu. Il y a de réels problèmes de santé publique liés au manque de sommeil des adolescents, et des problèmes énormes aussi de suicide des adolescents, particulièrement à Singapour. Donc, c'est pas forcément un modèle souhaitable. En même temps, ça plaiderait plutôt sur l'idée quand même de la nécessité de renforcer les logiques d'entraînement intensif, d'apprentissage systématique, comme on le pratique beaucoup dans les pays d'Asie orientale. En même temps, parmi les pays qui tiennent la tête, comme dans l'enquête PISA, je crois qu'on en avait déjà parlé, il y a la Finlande. Et la Finlande, c'est tout le contraire. C'est au contraire un pays où les élèves ont moins d'heures de cours que dans la moyenne de l'OCDE. Autant la France est à 10% d'heures de cours en plus que la moyenne de l'OCDE, la Finlande est à 10% de moins que la moyenne du nombre d'heures de cours dans l'année par rapport à la moyenne de l'OCDE. Donc, en Finlande, on va moins à l'école, c'est même le pays de l'OCDE où on va le moins à l'école. Et la France, c'est le pays où on y va le plus. Donc il y a sans doute un problème ici qui va au-delà du nombre d'heures de cours et de l'entraînement intensif. Il y a sans doute autre chose. Cette autre chose qui se retrouverait à la fois en Finlande et dans les pays d'Asie de l'Est. Alors on a du mal à se demander ce qu'il peut y avoir de commun entre ces modèles scolaires. Moi je proposerais une hypothèse et je vous invite à y réfléchir.
L'hypothèse, ça serait que dans ces pays-là, il y a un véritable consensus sur ce que doit être l'école, ce à quoi elle doit servir, sur le projet que la société a pour son école. Alors c'est pas du tout le même projet en Asie orientale et en Finlande, mais c'est un projet sur lequel la société est d'accord. En Asie orientale, il y a un projet clairement nationaliste d'affirmation de la puissance du pays dans le monde. Alors c'est très vrai par exemple en Corée du Sud ou en Chine. La Corée du Sud, il faut comprendre que la Corée c'est un pays qui a été humilié pendant des années, qui a été colonisé par le Japon, qui ensuite a été le théâtre de la guerre froide, de la guerre la plus terrible de la guerre froide dans les années 50 entre États-Unis et Chine, et puis et URSS qui était impliqué aussi là-dedans. Et la Corée, c'est donc un pays qui est parti de très très bas dans les années 50 et qui maintenant a la fierté d'être un pays développé comme les autres. Et cette fierté, eh bien, le système scolaire y participe puisque l'école a été l'élément le plus important du renouveau de la Corée du Sud. Tous les efforts de la Corée du Sud depuis les années 60 ont porté sur la formation de la population. Donc voilà, la question de l'école et de la formation en Corée du Sud, c'est un élément fort. En Chine, c'est très vrai aussi. Il y a une vraie conscience des Chinois de contribuer à faire de leur pays la grande puissance du XXIe siècle. Donc, bon, ça c'est un élément parmi de multiples autres auxquels on pourrait ajouter un certain consensus autour de la discipline qu'on peut trouver dans les sociétés asiatiques, une certaine logique de soumission au collectif aussi qui est très forte dans les cultures asiatiques. En Finlande, c'est pas du tout la même chose. On est dans une école beaucoup plus individualiste qui pourrait faire penser à bien des idées qu'on trouve dans l'éducation nouvelle. Mais là encore, il y a un véritable consensus entre l'État, les enseignants, les parents d'élèves, les élèves eux-mêmes. Tout le monde sait pourquoi il va à l'école. Et le point faible de la France, ben, ça serait peut-être ça, justement, qu'on ne sait pas vraiment pourquoi on le fait, qu'on ne sait pas vraiment quel idéal on défend et quelle finalité on défend. Et c'était toute la force de l'école de la Troisième République, et ça on y reviendra en conclusion, parce que je crois qu'il faut faire le lien entre ce qui est souvent considéré comme l'âge d'or de l'école française, les années, des années 1880 jusqu'aux années 1960, hein, ce petit siècle-là de l'école républicaine, époque où il y avait un consensus avec ses failles, avec ses zones d'ombre, avec ses occultations, certes, avec ses contradictions, mais il y avait un consensus dans la société, dans le monde politique, dans l'administration, dans le monde enseignant, chez les parents d'élèves. Il y avait un consensus autour de ce que devait être l'école et ce à quoi elle devait préparer. Et le problème, c'est peut-être aujourd'hui la panne de projets politiques. On ne sait pas vraiment pourquoi, donc on fait les choses parce qu'il faut bien, parce qu'on continue. Mais je crois que sans idéal, justement, on a du mal à opérer les remises en cause qui sont nécessaires. Une école a tout le temps besoin de se remettre en question, de se réinventer, parce que le monde évolue, la société évolue. Mais toutes ces réinventions, on ne les fait bien, et on ne les fait vraiment que si on les assume complètement, c'est-à-dire si on est capable de les articuler à un projet politique qui donne du sens à ces changements. Il faut savoir où on va si on veut changer correctement. Vous connaissez ce proverbe chinois, alors je ne sais pas si c'est juste un vrai proverbe chinois ou une paraphrase, il n'empêche que moi il me plaît, et puis on parlait de l'Asie orientale, c'est si tu veux tracer un sillon droit, accroche ta charrue aux étoiles. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire si on veut, au niveau de ses pieds, tout droit, faire quelque chose qui aille dans le bon sens et qui soit continu et qui ne revienne pas en arrière et qui ne tourne pas en rond. Donc si on veut tracer un sillon droit, si on veut suivre un projet de façon cohérente, coordonnée et qui aurait une vraie cohérence, hein, de façon cohérente, si on veut suivre un projet de cette façon, eh bien il faut viser très haut, il faut regarder très haut, il faut accrocher sa charrue aux étoiles, il faut regarder au-delà, il faut avoir un horizon. Et c'est en regardant l'horizon qu'on marche le plus droit. C'est pas en regardant ses pieds. Tout le monde sait bien que quand on regarde ses pieds,
on a tendance à divaguer, voire même à perdre l'équilibre, parce qu'on ne sait pas où on va, il faut regarder loin devant soi pour marcher droit. Et c'est peut-être la difficulté justement de l'école française qui doit changer, comme tous les systèmes scolaires, hein, qui doit changer parce qu'elle fait face à une nouvelle situation, et je vous renvoie là aux séances précédentes sur les transformations récentes de l'école française. Une école qui doit changer, mais qui a du mal à savoir comment faire ces changements, parce qu'on est peut-être un peu trop enfermé dans le quotidien, on est peut-être un peu trop enfermé dans l'action immédiate, comme si on regardait seulement nos pieds parce qu'en fait on ne sait pas quel horizon regarder, on ne se rend même pas compte qu'il y a un horizon, voire même il n'y en a pas du tout. Il y a des nuages dans le ciel qui empêchent de voir les étoiles, quoi, pour filer la métaphore jusqu'au bout. Et la force de ces pays qui sont en tête des enquêtes PISA ou des enquêtes de l'OCDE, leur force, c'est peut-être justement d'avoir un vrai projet politique et de donner un sens à ce qui se fait dans l'école. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'il faut changer quelque chose, ça ne pose pas de problème, les acteurs se l'approprient, ce changement, ou voire même où ils le refusent, mais ils savent pourquoi ils le refusent. C'est-à-dire qu'ils font les choses ensemble en tirant dans le même sens. Et c'est un peu le problème qu'on va poser aujourd'hui, parce que quand on se demandait ce qui devait changer, alors on se demandait est-ce qu'il faut changer les enseignants, est-ce qu'on peut changer les enseignants? C'était le sens de la séance de la semaine dernière. On se rendait compte que ce n'était pas facile parce qu'il pouvait y avoir une certaine contradiction, ou du moins une cohérence peu évidente entre le statut enseignant, la norme du métier enseignant et l'action quotidienne. Et c'est justement sur cette action qu'on va peut-être se concentrer aujourd'hui, à se demander, mais voilà, qu'est-ce qu'ils peuvent faire finalement les enseignants, puisque tout repose sur cette action. S'il y a contradiction entre la norme et le statut, c'est par l'action qu'on va essayer de combler le fossé entre les deux. Alors comment peuvent faire les enseignants? C'est le sens de ce nouveau chapitre. Quelle initiative pour les enseignants? Est-ce que les enseignants peuvent vraiment prendre des initiatives pour changer les choses à leur niveau en se disant tant pis pour le statut, tant pis pour la norme, moi je sais ce que je veux, je sais ce que je fais, je sais où je vais, et donc je vais changer les choses à ma façon avec mes projets. Au fond, les enseignants sont des cadres, et un cadre supérieur, c'est censé avoir une certaine autonomie dans son travail, c'est censé faire preuve d'initiative, c'est censé avoir des responsabilités. Et donner du sens à son métier, et inventer soi-même le sens qu'il donne à son métier. Donc, prendre des initiatives, ça sera le sujet du jour, et on va se demander comment les enseignants peuvent prendre des initiatives. Alors, le titre A de la première partie est déjà apparu, et vous devinez que je ne vais pas tellement soutenir cette idée qu'il est facile de prendre des initiatives, parce que les enseignants sont des fonctionnaires, et en tant que fonctionnaires, des fonctionnaires d'État, ils doivent obéir aux directives de l'État, ils doivent même les servir, les porter, les incarner. C'est leur rôle en tant que fonctionnaire. Et le problème, c'est que l'État est particulièrement directif. On peut avoir, alors que ce soit un fonctionnaire par rapport à l'État ou tout simplement un employé par rapport à son patron, on peut avoir une marge de manœuvre plus ou moins importante. On peut être plus ou moins responsabilisé, on peut être laissé à soi-même, ou on peut être encouragé à prendre des initiatives. C'est ce qu'on appelle le management. À quoi ressemble le management de l'éducation nationale, justement, ou le management, comme on dit en français, je ne sais pas comment il faut le prononcer. C'est pas grave, de toute façon, l'examen se fait à l'écrit. Le management de l'éducation nationale, comment se fait-il? Eh bien, je vais vous montrer que c'est un management particulièrement directif, qui peut-être sembler un peu ancien et un peu dépassé. Et ça serait peut-être une des explications pour lesquelles il y a de moins en moins de candidats pour les concours de l'enseignement. Alors la bonne nouvelle, c'est que les concours de l'enseignement sont plus faciles aujourd'hui parce qu'il y a moins de candidats. Mais la mauvaise nouvelle, c'est évidemment qu'il y a une part des meilleurs étudiants qui n'est plus volontaire pour être enseignant, donc il y a nécessairement une baisse du niveau de recrutement. Fort heureusement, il y a encore d'excellents étudiants,
c'est le cas de la plupart d'entre vous, j'en suis sûr, d'excellents étudiants qui veulent être enseignants, mais enfin, forcément, s'il y a moins de candidats, on peut penser que ceux qui s'en vont sont ceux qui sont attirés par des fonctions plus attractives, plus glorieuses, plus rémunératrices aussi, parce que c'est pas très rémunérateur le métier enseignant. Encore, tiens, là, encore une fois, la France est championne dans le mauvais sens du terme. C'est l'un des pays d'Europe qui rémunère le plus mal ses enseignants.